Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, c'est une nouvelle édition de l'heure du crime, une émission qui a été préparée comme tous les jours par Perrine Suquet et Charlotte Méritant. Et bien c'est Alexandre Caxan qui est à la réalisation technique de notre émission. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à cette affaire qui a vraiment tétanisé la Belgique pendant 3 ans, qui a provoqué une terrible psychose à cause des 28 morts et des dizaines de blessés qui ont été évidemment qui ont stupéfié la Belgique. Cette équipe de tueurs non identifiés, toujours plus de 30 ans après les faits, continue d'ailleurs à déchirer parfois la Belgique et aussi les journalistes qui s'occupent de l'affaire. On va beaucoup en parler aujourd'hui parce que il se trouve que la prescription devait intervenir au mois de novembre dernier, novembre 2015, et il a fallu un vote du Parlement belge pour prolonger cette période de prescription de 10 ans. Donc ça va porter la période de prescription à 40 ans. Et on va tout de suite en parler très rapidement avec mes invités qui se trouvent en ligne depuis les studios de Bell RTL à Bruxelles, Marc Mette de Penningen et Frédéric Lor, qui est lui journaliste à la rédaction de Paris Match. Marc Mette de Penningen, journaliste spécialiste des faits divers au Soir de Bruxelles. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Et Marc, tout de suite je m'adresse à vous. Comment on peut interpréter le fait que le Parlement se soit saisi de l'affaire pour prolonger la période de prescription de 10 ans? Ça veut dire que la justice a encore des pistes et que on voulait pas rater l'occasion de clôturer l'affaire une fois pour toutes? Écoutez, c'est surtout une décision à caractère politique. Tous les partis étaient d'accord de donner satisfaction aux victimes, et on peut comprendre les victimes, bien évidemment. Ça n'a pas fait de l'objet de débat de fond, parce qu'une prescription longue, évidemment, est terriblement handicapante pour les enquêtes ordinaires. La mémoire disparaît, les preuves disparaissent également. Donc tout ce débat technique n'a pas eu lieu, et clairement, ça a été une loi de circonstance, et toutes les lois de circonstance sont évidemment critiquables. Oui, alors parfois une loi de circonstance peut permettre également d'aboutir à la vérité. C'est espéré. Frédéric Lor, je disais, vous êtes journaliste à Paris Match Belgique, vous êtes un des meilleurs connaisseurs de cette affaire. C'est un dossier énorme, je crois. Plus d'1 million de pages dans le dossier. Oui, 1 million, 2 millions si on compte la documentation qui accompagne le dossier. On ne sait plus très bien, en fait, c'est un dossier mammouth. Voilà, et quand je faisais allusion à l'espoir que pouvait peut-être relancer l'allongement de cette durée de prescription, nous allons parler beaucoup ensemble. Je sais pas, il y a des bruits bizarres. Je sais pas si ça vient de Paris ou de Bruxelles. Ce que je voulais dire, Frédéric Lor, c'est qu'on va se retrouver très longuement tout à l'heure pour parler aussi du rapport d'une femme experte en analyse du comportement criminel. On dit profileuse aux États-Unis. Elle s'appelle Danielle Zucker. Elle a été engagée en 2007 par la justice belge pour tenter de démasquer les tueurs, pour faire le profil, essayer de savoir quelles pouvaient être les bonnes pistes. Et ce rapport, il se trouve, n'est pas exploité pour l'instant par la justice. Vous le confirmez d'un mot, Frédéric? Oui, non seulement il n'est pas exploité, mais il a carrément été écarté. Et pourtant, 70 pages, des noms, des faits, des recommandations. On y reviendra tout à l'heure. Et nous aurons d'ailleurs en ligne, au cours de l'émission, Danielle Zucker, donc qui ne peut pas s'exprimer sur le fond, mais les journalistes connaissent le dossier, donc on en parlera ensemble. Elle peut par contre s'exprimer sur sa méthode, bien sûr, la méthode qu'elle a employée pour les besoins de ce rapport. Et puis nous aurons également à 14h45 tout à l'heure le témoignage de Patricia Finet, dont le père a été abattu par les tueurs fous du Brabant le 27 septembre 1985. Alors voilà ce que je voulais dire très rapidement au début de cette émission, mais avant de vous retrouver tous, nous allons revenir sur les grandes lignes de l'affaire pour ceux évidemment qui se souviennent de ce dossier des tueurs fous, mais qui ne se souviennent pas des détails de l'affaire. Tout a commencé en France d'ailleurs, à quelques kilomètres de la frontière belge. C'est
en effet à Maubeuge, dans la nuit du 13 au 14 août 1982, que cette affaire a commencé. Ce jour-là, ce soir-là, une épicerie de la ville de Maubeuge est la cible de plusieurs cambrioleurs. Prévenus par un appel anonyme vers 3h30 du matin, la police envoie une patrouille sur place. Les cambrioleurs ouvrent le feu immédiatement. L'un des policiers est grièvement blessé. Les malfaiteurs réussissent à prendre la fuite en direction de la Belgique. Ils ont pris le temps d'emporter avec eux quelques boîtes de thé et quelques bouteilles de vin. Maigre butin. Le 30 septembre suivant, une armurerie de Wavre en Belgique est braquée, cette fois en plein jour, par deux hommes qui pénètrent dans cette boutique à visage découvert. Un passant voit la scène depuis la rue, il alerte aussitôt un policier communal qui s'approche de l'armurerie. Le chauffeur de la voiture qui attendait les braqueurs abat ce policier d'un coup de revolver à bout portant. Le policier meurt sur le coup. Les tueurs prennent la fuite. Ils sont poursuivis alors par une patrouille de la gendarmerie, à nouveau sans la moindre hésitation. Ils vont ouvrir le feu et blesser grièvement deux des gendarmes. La voiture utilisée par les tueurs sera retrouvée quelque temps plus tard, abandonnée dans une forêt proche de Bruxelles, et les enquêteurs découvriront que cette même voiture avait été signalée par la police française, donc la police de Maubeuge, 15 jours plus tôt, lors de l'attaque nocturne de l'épicerie. Nous sommes maintenant dans la nuit du 23 décembre 1982 à Bercel, où se trouve un restaurant très connu, l'Auberge des Chevaliers, situé tout près d'un château féodal. À cette heure, seul le concierge de l'auberge se trouve encore à l'intérieur. Deux ombres frappent à la porte. Ce sont les tueurs de l'armurerie de Wavre. Le concierge le rouvre. Il l'emmène aussitôt à l'étage et on retrouvera ce malheureux ligoté sur son lit. Il a été longuement torturé avant de recevoir 6 balles de revolver en pleine tête. Les tueurs, là encore, ont pris le temps de manger sur place et de boire même du champagne avant de disparaître. Le 10 janvier suivant, à Mons, la police retrouve le corps d'un chauffeur de taxi d'origine grecque dans le coffre de sa voiture abandonnée dans une petite rue calme. Les enquêteurs constatent que la victime a été assassinée de la même façon que le concierge de l'Auberge des Chevaliers et avec la même arme. Les mois de février, mars et septembre 1983 seront encore émaillés de plusieurs attaques de supermarchés de l'enseigne Delhaize et d'autres cambriolages faisant plusieurs morts et blessés. Les enquêteurs attribuent ces attaques au même groupe de malfaiteurs. Un nouveau hold-up a lieu le 1er décembre 1983, en plein jour encore une fois, à Anderluve. Cette fois, la cible des tueurs, c'est une bijouterie. La femme du patron qui est à la caisse est immédiatement abattue. Son mari, qui a tout entendu depuis l'arrière-boutique, prend une arme pour se défendre. Il n'aura pas le temps de s'en servir. Il est également assassiné. Les enquêteurs sont perplexes. Les tueurs sont en effet repartis avec quelques objets, mais des objets sans valeur. Et ils ont laissé l'or, les bijoux, les pierres précieuses qu'ils auraient pu emporter sans difficulté sur place. Le vol ne semble donc pas le mobile de ce double meurtre. Et le couple de bijoutiers est inconnu des services de police. Il n'a jamais trempé dans une affaire de recel, par exemple, avec la pègre locale. Aucun lien ne réunit donc ces braves gens aux autres victimes des tueurs du Brabant. Le mystère va s'épaissir encore. Et il s'épaissit d'autant plus que les attaques cessent aussi brutalement qu'elles ont commencé. On n'entendra plus parler des tueurs fous pendant près de 2 ans. Nous sommes maintenant le 27 septembre 1985. Tout le monde, ou presque en Belgique, a oublié les tueurs du Brabant. En cette soirée d'automne, plusieurs individus portant des masques de carnaval surgissent brusquement, armés de fusils à pompe, sur le parking du supermarché Delhaize de Braine-l'Alleud. Et comme pris de frénésie meurtrière, les tueurs tirent sur tout ce qui bouge. Ils se font remettre l'argent des caisses et ils repartent. L'attaque aura duré à peine quelques minutes. Ils laissent derrière eux 3 morts et plusieurs blessés graves. Les témoins sont bien sûr sous le choc. Les forces de l'ordre, désorganisées, tardent à mettre en place des barrages. On se préoccupe bien sûr d'abord des blessés, dont il faut sauver la vie.
Quelques dizaines de minutes après ce carnage de Braine-l'Alleud, les mêmes malfrats se dirigent vers un autre supermarché de la même enseigne, Delhaize. Celui cette fois-ci de Overijse, à 10 km du premier. La nouvelle attaque est conforme à la première. Le bilan est terrifiant. 5 morts, dont un garçon de 13 ans, et un banquier, Léon Finet. Le butin est de quelques dizaines de milliers d'euros à peine. Les témoins parleront d'un des assaillants de grande taille qui paraissait être leur chef. La presse le surnommera le géant. La Belgique est sous le choc, stupéfaite. Ici, on n'a jamais connu un tel déferlement de violence. Rapidement, le lien sera fait entre cette tuerie de 1985 et les autres actes criminels de 1983, signés donc par les fameux tueurs du Brabant. Désormais, chaque jour, on s'attend à une nouvelle attaque. Gendarmes et policiers, mitraillettes au poing, sont disposés sur les parkings des supermarchés pour rassurer la population. Mais cela ne servira à rien. Le 9 novembre 1985, les tueurs attaquent encore une enseigne Delhaize, celle de la ville d'Alost. Pourtant, étroitement surveillés par les patrouilles de la gendarmerie. Et cette fois encore, les tueurs font preuve d'une incroyable audace, comme le racontait à l'époque l'envoyé spécial permanent d'RTL, Jean-Noël Coge. Entre deux rondes de police, 3 hommes masqués, le visage recouvert de banylon et armés de riot gun, ont fait irruption dans le supermarché de Delhaize à Alost par l'entrée du parking, une vingtaine de minutes avant la fermeture. Sans hésiter, ils ont ouvert le feu et tiré 30 à 40 fois à bout portant sur les clients qui se pressaient dans les allées ou attendaient aux caisses, se livrant ainsi à un véritable massacre. À l'extérieur, ils ont aussi tiré sur une voiture en stationnement, tuant un homme et sa fillette de 9 ans. En tout, 7 personnes ont été ainsi sauvagement exécutées et 10 autres blessées plus ou moins grièvement dans cette agression qui a duré 4 minutes. Après avoir dérobé la caisse, environ 30 000 francs, les 3 hommes sont sortis du magasin pour s'engouffrer à bord d'une Golf GTI de couleur sombre. À ce moment précis, un fourgon de police est arrivé. Un policier, ignorant tout d'une rame, s'est trouvé face à face avec l'un des tueurs. Le policier n'a pas fait usage de son arme de service, le tueur n'a pas tiré. La Golf GTI a alors démarré en direction de l'autoroute toute proche. Le fourgon de police s'est lancé à sa poursuite. Quelques coups de feu ont été échangés, mais les tueurs sont parvenus sans difficulté à distancer les policiers et à s'enfuir. Selon les témoins, l'un des agresseurs serait un homme de grande taille, ce qui correspond au signalement de l'un des tueurs fous du Brabant wallon, et il s'exprimerait dans un français impeccable. Une nouvelle fois, les tueurs ont agi froidement à la manière d'un commando déterminé. Et s'ils ont emporté quelques 30 000 francs, il semble bien que l'argent ne soit pas le mobile de leurs actes. Depuis cette soirée tragique du 9 novembre 1985, les attaques ont cessé définitivement. On n'a plus jamais entendu parler des tueurs du Brabant. C'était il y a 30 ans. RTL, Jacques Pradel, l'heure du crime. Une pause tout de suite et nous retrouvons à Bruxelles mes invités pour parler de l'enquête et des hypothèses qui ont été émises au cours de ces 30 années. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. À qui profite le crime? Pourquoi ces tueurs fous du Brabant sont-ils repartis avec des butins aussi maigres, disproportionnés en tout cas par rapport à l'hécatombe qu'ils ont causé dans ce pays pendant toutes ces années? C'est bien sûr la question qui domine l'enquête depuis plus de 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans. Je vous rappelle que nous sommes en ligne avec à Bruxelles dans les studios de Bel RTL Frédéric Laure, donc journaliste à la rédaction de Paris Match Belgique, et avec Marc Mette de Penningen, donc qui est près de lui, qui est journaliste au soir. Vous connaissez tous les deux le dossier. Alors, je voudrais simplement, on va pas refaire toute l'enquête, mais les principales hypothèses qui ont été émises, est-ce que nous pouvons les rappeler rapidement, Marc oui, mais écoutez, Frédéric. Au rang des hypothèses, il y en a une dizaine, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on parle de la pègre américaine qui aurait voulu se venger de la chaîne de l'Est, qui ne voulait pas satisfaire à certaines de ses exigences. On parle d'une théorie des cadavres exquis, c'est-à-dire commettre tous ces massacres pour tuer quelqu'un en particulier et dissimuler cet acte dans la masse. Il y a la théorie également de la stratégie politique américaine qui aurait voulu remettre la Belgique sur le droit chemin de l'atlantisme, vu qu'il y avait
avait des réticences qui s'exprimaient à propos de l'installation de missiles américains en Belgique, etc. Ces hypothèses se sont égrenées au fil du temps. Il y a l'extrême droite aussi qui est très présente, qui est une théorie qui revient en force actuellement. On ne peut que constater que au moins la plupart de ces théories sont évidemment fausses et ne vont aboutir à rien. Il y a peut-être une de ces théories qui permettra de déterminer les auteurs, mais ça reste une inconnue, on ne sait pas. Oui, alors, cela dit, il y avait la piste du grand banditisme, évidemment, puisque ce sont quand même des braquages, mais là je m'adresse à Frédéric Lord. En fait, au début, on se disait, mais le grand banditisme, mais avec des butins aussi ridicules, ça colle pas vraiment. Et puis, il y a, c'est en 2007, ça remonte à 2007, la justice belge confie à une profileuse, on va dire, pour aller vite, elle est psychologue, docteur en psychologie, experte en analyse du comportement criminel, Madame Danielle Zucker, que nous retrouverons tout à l'heure en ligne avec nous, mais on peut parler peut-être Frédéric Lord, parce que elle ne peut pas le faire, parce qu'elle est tenue au secret de l'instruction, mais vous les journalistes, c'est vous d'ailleurs, Frédéric Lord, qui avez révélé le contenu du rapport de cette femme, qui ramène à la piste du grand banditisme. Pas exactement. Ce qu'elle décrit n'a rien à faire, à mon sens, avec le grand banditisme classique. Il est clair que dans le grand banditisme, on n'abat pas 28 personnes pour un butin global évalué à autour de 200 000 euros. Elle décrit un profil d'auteurs qui sont effectivement mus par l'appât du gain. Elle décrit un groupe d'auteurs sans lien serré, un groupe d'opportunités, avec des profils psychologiques qu'elle détaille de façon assez précise, mais pour lesquels l'objectif des attaques est de faire main basse sur un butin qui, pour ce type d'individus qui ont un type de vie hédoniste et qui veulent aller chercher l'argent rapidement là où il se trouve et le dépenser tout de suite, sont prêts à commettre des faits d'une rare violence, aussi parce que elle décrit des comportements de type psychopathique et toxicomaniaque. Et donc pour ce type d'auteur-là, il y a 30 ans, 200 000 euros, c'est un butin qui n'est pas si dérisoire. Oui, donc, mais alors, il n'en demeure pas moins que ce ne sont pas des vagues hypothèses qu'a émis cette femme. Parlons-moi un peu du contenu de son rapport, puisqu'elle ne pourra pas le faire elle-même directement tout à l'heure. Elle donne des noms, elle indique des pistes précises. Son enquête l'a menée vers la Suisse, je crois. Et puis, ça n'a pas été exploité. Qu'est-ce qu'elle révèle vraiment qui pourrait gêner quelque part les autorités ou les enquêteurs, pas uniquement le fait de se dire on s'est trompé? Je pense que ça participe aussi de ça. Moi, je ne fais pas de procès d'intention aux magistrats et aux enquêteurs. Simplement, je constate qu'on n'a rien fait de ce travail. C'est 2 ans et demi de travail. Donc, elle a été requise par le précédent magistrat instructeur, Monsieur Langlois, qui aujourd'hui est à la retraite. Elle a effectué un travail de 2 ans et demi. Sur la première vague de tuerie, 82, 83, elle n'a pas travaillé sur 85, je crois que c'est important à signaler. Elle a travaillé sous la supervision de ses formateurs américains, Roy Hazelwood et Steve Mardigan, qui sont des personnalités extrêmement connues dans le monde du profiling et qui sont d'ailleurs les pionniers de cette technique et qui travaillent régulièrement avec les plus grandes polices du monde, dont le FBI. Et donc, elle a fourni un rapport de synthèse qui fait 70 pages, mais derrière ça, il y a évidemment un travail qui est beaucoup plus conséquent sur la base du dossier. Et effectivement, elle décrit un groupe d'auteurs d'un minimum de 5 à 6 personnes, âgés entre 18 et 45 ans, d'origine ethnique différente. Elle dit que certains peuvent avoir des antécédents criminels, d'autres avoir des antécédents non violents, vol de voiture, vol avec effraction, ou d'autres encore des antécédents violents. Elle décrit donc des équipés sauvages qui rassemblent la bande en fonction de leur savoir-faire criminel, puis chacun retourne à ses activités en partie légales. Elle décrit les milieux professionnels dans lesquels ils peuvent évoluer, essentiellement les milieux de la restauration, de l'automobile, des garages. Et puis elle va détacher de ce groupe 3 individus. Parmi eux un tandem de tueurs qu'elle rattache à quelques-unes des actions les plus sanglantes de la première vague.
et elle établit une description physique et psychologique détaillée. Elle souligne leur sentiment d'invincibilité. Et ensuite, elle va se focaliser sur deux individus, celui qu'elle présente comme étant le leader, où là, elle fait une description, une description de profil qui est, à mon sens, assez saisissante, puisque elle va jusqu'à dire que c'est un individu qui est dans la quarantaine, qui mesure environ 1m70, qui est trapu, grisonnant, issu d'un milieu social peu élevé, doué d'une intelligence moyenne à moyenne supérieure. Elle décrit son niveau de scolarité. Elle le dit adepte d'un mode de vie hédoniste, comme je le disais, belle voiture, femmes, stupéfiants, alcool. Elle dit qu'il doit être connu des services de police, qu'il a séjourné en prison, qu'il a pour pédigré criminel des faits du type violence conjugale, consommation de stupéfiants, carjacking, hold-up et très probablement meurtre. Et elle va même aller jusqu'à décrire sa zone de confort dans un périmètre de 2,5 km autour d'un endroit précis à Ixelles, une commune de Bruxelles. Alors ce qu'on appelle la zone de confort, mais ça on va y revenir ensemble tout à l'heure, c'est par exemple les endroits où les tueurs du Brabant se sont débarrassés de leur voiture, ou c'est un peu leur base arrière, quoi, en fait. Hein, oui, c'est ça. C'est qui là peut où ne pas être éloigné de l'endroit où ils vivent, en fait. Hein, c'est ça. Alors, on se retrouve dans quelques instants. Il faut faire une pause là tout de suite, et puis on vous retrouve, Frédéric Laure, en compagnie de Marc-Mette de Penningen dans un instant, pour continuer à parler un peu de ce rapport, et puis aussi pour revenir quand même sur quelques pistes qui ont été exploitées par les enquêteurs. On verra ce qu'elles ont donné. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, cette énigme des tueurs fous du Brabant, 30 ans d'enquête, une enquête enlisée, c'est peu de le dire, mais en même temps une enquête qui continue, puisque on en parlait tout à l'heure avec Marc-Mette de Penningen, la chambre belge, enfin les parlementaires ont voté, il fallait une loi pour ça, une prolongation de 10 ans de la prescription, ce qui l'amènera à 40 ans. On rappelait tout à l'heure les hypothèses qui ont été émises. Évidemment, la première, c'était de se dire que c'était dirigé contre l'enseigne Delhaize, dont on a parlé, donc cette chaîne belge de supermarchés, en lien peut-être avec une sorte de racket en lien avec son implantation aux États-Unis. La piste du grand banditisme, on a dit ce qu'il fallait en dire. La piste de l'extrême droite, de l'extrême gauche, on y reviendra tout à l'heure. Mais quand même, dans la piste du banditisme, il y a eu ce qu'on appelait la filière Borren, Marc-Mette de Penningen, qui a mené les enquêteurs à renvoyer devant la justice 6 membres d'une bande de petits truands. Oui, tout à fait, la filière Borren, parce que ces gens habitent le Borinage, donc est une région frontalière de la Belgique et la France. Et donc, il y a la découverte d'une arme suspecte en Ruger entre les mains de l'épouse d'un ancien policier qui s'appelle Michel Cocu. Et tout cela va produire donc une enquête serrée aboutissant à l'arrestation des 6. La plupart fourniront des aveux. Pour Michel Cocu, par exemple, c'est à 28 reprises qu'il va avouer, en donnant parfois des versions différentes, en se trompant ou en citant d'autres voitures. C'est vraiment la conviction des policiers à ce moment-là qu'ils ont arrêté les tueurs. Ce qui se produit pendant que ces gens sont sous mandat d'arrêt, en attendant leur procès, c'est qu'il y a d'autres attaques qui sont rattachées aux tueries du Brabant qui se produisent, et leur procès en 88 donc va aboutir dans des circonstances un peu rocambolesques dont je vous épargne les détails, à leur acquittement pur et simple. Faute de preuve, quoi. Écoutez, c'est la conviction du jury. Il n'a pas à justifier à cette époque-là, en tout cas, de ce qui a formé sa conviction, mais la masse d'aveux que ces gens avaient produit, les indices qu'ils fournissaient, qui ne pouvaient être connus que des tueurs, avaient formé la conviction de pas mal d'enquêteurs quant à leur culpabilité pour les faits commis avant 84, date de leur arrestation. Oui, alors il faut dire aussi que parmi les gangsters, donc qui ont été acquittés dans ce procès de 88, il y en avait un qui s'appelait Adriano Vittorio. Et alors lui, il avait beaucoup frappé évidemment les enquêteurs, parce que on a cru que c'était lui le géant. C'était un homme très grand, et on a cru que c'était le géant décrit par les victimes de plusieurs attaques des tueurs du Brabant. Et à l'époque, le correspondant d'RTL en Belgique, Jean-Noël Coge, l'avait rencontré, cet homme. Il avait diffusé l'interview qu'il avait réalisée de lui le 18 janvier 1988. Écoutez.
aucun cas, Vittorio, vous n'avez été mêlé à ces affaires de tuerie du Brabant wallon? Aucun cas. J'accepterai encore de faire un hold-up. Un accident est vite arrivé. N'importe quel truand tirerait pour se défendre. C'est normal. Mais je vous garantis une chose. Les photos que j'ai vues des personnes qui ont été achevées, ça vous dégoûtera complètement des armes. Parce que j'ai vu une tête de gendarme qui a été abattue à bout portant, qui faisait le triple de la tête. C'était tous des trous de chocotine qui ont été faits. C'était scandaleux. Voilà, donc on avait retrouvé dans les archives ici de la rédaction cette interview. Si je vous comprends bien, Marc Maître de Penningham, en fait, il y a ce qu'on appelle la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est que ces gens ont été acquittés. Vous pensez que la justice s'est trompée à l'époque ? Écoutez, c'est le propre de chaque procès d'assises qui se termine par un acquittement. L'acquittement, c'est évidemment une décision judiciaire, une dispense de poursuite de responsabilité pénale. Est-ce que ça enlève les faits eux-mêmes, les faits voire même avoués, voire même reconnus, voire matériellement établis? C'est toute la problématique. Est-ce qu'un acquittement doit provoquer l'ouverture d'une nouvelle enquête pour les mêmes faits pour lesquels il y a eu acquittement? C'est évidemment tourné en rond. Là, la justice a dit, écoutez, on recommence le tout, on recommence ab initio et on fait abstraction de leur responsabilité éventuelle des Borins malgré leur acquittement. Donc ça a été intellectuellement évacué, même si des éléments factuels d'indices de dossier laissent à penser que certains des faits reprochés aux tueurs du Brabant pourraient effectivement avoir été commis par certains des membres de la filière boraine. Alors, il y avait aussi, on parlait tout à l'heure avec Frédéric Lor, la thèse du complot politique. Les tueurs auraient été les instruments d'une entreprise de déstabilisation de l'État belge, peut-être avec en sous-main une sorte d'organisation secrète de l'OTAN, la piste Gladio. On va y revenir dans un instant avec vous, Frédéric Lor, mais d'abord dire que cette piste n'est pas née de rien non plus. C'est parce que pendant leur enquête en 1990, les policiers belges perquisitionnent le domicile de l'oncle du baron Benoît de Bonvoisin, qui est un homme d'affaires soupçonné de financer l'extrême droite belge, et ils vont trouver au cours de cette perquisition un document étrange qui pouvait avoir un lien avec les tueries du Brabant. On en parle avec vous dans un instant, mais d'abord on écoute les explications que donnait à l'époque sur RTL le journaliste Alain Hamon. Depuis 2 ans, les magistrats se doutaient qu'un groupe fasciste avait infiltré la gendarmerie royale. Baptisé Groupe G, ces hommes étaient en relation avec le Front de la Jeunesse. Pourtant, rien ne faisait le lien définitif avec les tueurs du Brabant wallon. Et voilà qu'en perquisitionnant le domicile du tonton du baron, la police récupère les noms de ceux qui constituaient le noyau de base de ce groupuscule réactionnaire, le mémoire rappelant la constitution de ce cartel et une ébauche de plan d'action, le premier jet d'une stratégie de la tension. Ce document date de 1977 et il prévoit l'attaque aveugle de supermarchés en Belgique. Or, les premiers assassinats des tueurs fous commenceront 2 ans plus tard. De plus, au moins 2 des gendarmes désignés dans le listing sont en prison à l'heure actuelle, soupçonnés d'avoir eu des liens avec les meurtriers. Enfin, 3 autres avaient été associés aux enquêtes de la cellule spéciale créée pour élucider l'affaire, une façon comme une autre de manipuler les investigations. Alors Frédéric Lor, piste abandonnée définitivement ? Définitivement, on l'a cru, puisqu'effectivement, au milieu des années 2000, les enquêteurs ont mis de côté, sans véritablement fermer définitivement la porte, toutes les pistes à caractère idéologique, et notamment celle-là, toutes les pistes liées à l'extrême droite, à la déstabilisation, ce genre d'hypothèse, pour se tourner vers la piste dite des prédateurs, donc celle dont je vous ai dit un mot tout à l'heure à travers le rapport de Daniel Zucker. Mais depuis 5 ans maintenant, la nouvelle équipe d'enquêteurs réinvestigue ces pistes-là, qui sont de nouveau au cœur de l'enquête, sans résultat probant jusqu'ici. Alors il y a toujours une juge d'instruction, Madame Martin, je crois, Michel Martin. Martine Michel. Martine Michel, pardonnez-moi, j'ai inversé. Et la 9e juge d'instruction. Voilà, 9e juge d'instruction sur l'affaire. Il y a encore une équipe de policiers vraiment qui travaille, j'imagine pas au quotidien sur l'affaire. Comment? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Effectivement, il y a une équipe d'enquêteurs au nombre de 8 qui constitue ce qu'on appelle la cellule Brabant Wallon, qui est implantée aujourd'hui à Charleroi et qui travaille full-time sur ce dossier. Très bien. Alors, cette précision étant donnée, on va faire une pause et on va retrouver Madame Danielle Zucker dans un instant en ligne, la piste des prédateurs. Alors, elle pourra pas parler du fond du dossier comme on l'a dit, du fond de ce rapport, mais elle va nous parler quand même de la méthode qu'elle a appliquée et comment elle a pu arriver à un certain nombre de propositions qu'on évoquait tout à l'heure. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. À la une de notre émission aujourd'hui, donc l'affaire des tueurs fous du Brabant, et en ligne tout de suite Madame Danielle Zucker. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté de dire quelques mots sur votre travail, parce que ça a été vraiment un travail qui vous a occupé pendant plusieurs années. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, experte en analyse du comportement criminel, c'est ce que les Américains appellent profileur comme métier. Alors, bon, je vous interroge évidemment pas sur les propositions, les pistes que vous avez suivies concrètement et les noms évidemment des gens que vous avez mis dans votre rapport, puisque c'est couvert par le dossier de l'instruction, même si une grande partie du rapport a fuité dans la presse avec mes confrères. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment, justement, quand une experte en analyse de comportement criminel est, investie par la justice d'un travail comme celui-là, comment vous procédez? Quelle a été votre méthode de travail? Mais c'est la méthode du profiling qui consiste donc à étudier le dossier sur base de tous les procès-verbaux, de tous les rapports d'expertise, donc les rapports médicaux, les photos d'autopsie, toutes les expertises possibles, balistiques, etc. Analyser la déclaration des témoins et des survivants, éventuellement les réinterroger, se rendre sur les lieux même 30 ans plus tard. Voilà, donc c'est vraiment un travail de dissection et d'analyse de chacun des détails de ce dossier, avec pour centre de toute l'attention, c'est le comportement de l'auteur. Pourquoi le comportement? Parce que le comportement ne ment pas. Donc quand vous parlez, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais le comportement ne ment pas. Alors ça veut dire quoi, analyser le comportement de l'auteur? C'est voir comment est-ce qu'il s'y est pris pour commettre le crime qu'il a commis à cet endroit précis, avec ce type de victime, à cette heure-ci du jour, etc. Oui, parce qu'il faut dire, juste, je vous interromps un instant pour faire une parenthèse, mais il faut dire que dans les actions de ce groupe, il y a des fusillades, on peut considérer qu'il peut y avoir des victimes, j'allais dire collatérales, mais il y a aussi des gens qu'on a assassinés. Absolument, mais donc ça demande aussi l'analyse, une victimologie, donc de comprendre qui sont les victimes et si elles ont été particulièrement ciblées ou pas. Oui. Oui, il y a les victimes collatérales quand pour se protéger, pour protéger leur identité, mais il y a aussi des victimes qui sont là, il y a des meurtres par hasard ou pas. Il y a des meurtres de sang-froid, quoi. Quand même, dans cette affaire. Tout à fait. Il y a les meurtres de sang-froid, mais donc il indique aussi à qui on a affaire, à quel genre de personnes on a affaire. Et donc dans ce dossier, l'idée c'était de dresser un profil des auteurs. Un profil, c'est pas un profil psychologique parce que ça, la police, elle peut rien en faire, mais ça inclut des variables comme une tranche d'âge, les antécédents criminels, une zone de confort, éventuellement un statut civil, donc ils sont mariés ou pas, est-ce qu'ils vivent avec leur famille ou pas, quel type de métier, voilà, c'est tout un profil de ce type-là qui peut aider bien sûr la police, et puis donner des recommandations. Donc c'est ça en fait le but du profiling, c'est de donner des pistes qui facilitent l'identification des auteurs. Ouais. Et évidemment, lorsqu'on fait ce type de travail, il y a une complication, j'imagine. Vous allez me le dire si c'est une complication ou pas pour une experte comme vous. C'est que là, on ne cherche pas à faire le profil d'un criminel, mais d'une équipe de criminels, avec peut-être un leader, avec peut-être un chef et des exécutants.
Alors vous avez tout à fait raison de le souligner parce que quand il s'agit d'un groupe, on peut pas faire le profil de tout le monde. Donc c'est toujours celui qui est le plus au devant de la scène, donc probablement celui qui est le plus agressif. Ouais. Et c'est celui-là dont on fait le profil. Alors c'est évidemment pas nécessairement celui qui va être le plus simple à identifier ou à interroger le cas échéant. C'est pour ça aussi que moi je me suis appliquée dans ce dossier à trouver éventuellement des petites mains, si je puis dire. Voilà. Si je trouvais une trace de ça dans le dossier, évidemment des traces qui sont basées sur des faits, pas bien sur sûr. Des interprétations de faits. Bien sûr. Écoutez, je vous remercie, merci beaucoup. Évidemment, comme tout le monde, comme tous les proches de ce dossier, on pourra mesurer la qualité de votre travail le jour où la vérité éclatera. Voilà, je suis impatient. Je vous remercie beaucoup et je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent que vous avez publié un livre, je ne sais pas si on peut toujours le trouver actuellement, mais c'est un livre que vous avez publié il y a très peu de temps, il y a 2 ans je crois, Profiling, comment le criminel se trahit. C'est un livre qui est paru aux éditions Racine et que je recommande donc à ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur le sujet. Merci beaucoup madame. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Une dernière pause. Et puis, nous allons retrouver Patricia Finet dans quelques instants. Patricia Finet, son père a été abattu. Il fait partie d'une des victimes des tueurs du Brabant. Il a été abattu le 27 septembre 1985. Et nous allons voir avec elle, à travers son témoignage, ce qu'elle pense de tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure et de toutes ces hypothèses, évidemment, qu'elle connaît puisqu'elle a accès au dossier, bien sûr. Et elle a peut-être aussi son idée sur l'affaire. L'heure du crime. Sur RTL. Nous allons maintenant prendre en ligne dans cette émission consacrée aux tueurs du Brabant, Madame Patricia Finet. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Pradel. Et merci d'intervenir dans cette émission parce que la raison pour laquelle on a fait cette émission, c'est d'abord parce que les auditeurs de l'heure du crime nous demandent régulièrement si l'enquête a évolué ou non. Et quand on a vu qu'il y avait eu ce vote quand même au Parlement belge qui prolongeait de 10 ans la prescription, même si c'était peut-être, comme le disait tout à l'heure Marc Mette de Penningen, une manière, j'allais dire, de relancer l'espoir des familles, quoi. C'est quand même quelque chose qui est important pour vous? Écoutez, on s'est battu quand même pendant presque 2 ans pour obtenir du concret auprès des politiques et j'y comptais beaucoup. Et j'étais jusqu'au bout, j'ai assisté au Parlement le jour où la loi est passée, avec un énorme soulagement. Alors, votre père a été abattu par ces tueurs le 27 septembre 1985. On a, à un moment, on s'est posé la question de savoir si ça n'était pas un assassinat ciblé. Ça a été, cette hypothèse a été évacuée, je crois, par l'enquête. Mais sur l'enquête, justement, vous êtes, c'est un euphémisme, très amer sur la manière dont l'enquête a été menée, en tout cas dès le début. Écoutez, comme vous le savez, ça fait maintenant 30 ans que je me bats pour essayer d'obtenir la vérité. Je rencontre très régulièrement des gens qui ont des choses à me dire, à vérifier, plausibles ou non. Et donc, pour moi, c'est pas un hobby de faire ça. Je veux dire, je pourrais faire autre chose à la place, mais je continue à le faire. Et toutes les personnes qui viennent vers moi, je les reçois, je les écoute parce que je peux pas passer à côté. Oui. Et donc, oui, c'est vrai que ça commence sérieusement à être pénible après 30 ans de ne pas avoir de résultats. Ouais. 9 juges d'instruction qui sont succédés, on en parlait tout à l'heure, des pièces à conviction qui ont disparu puis qui sont réapparues. Enfin, on a eu l'impression qu'il y avait quand même des choses très très critiquables dans la manière dont l'enquête a été menée au départ. Alors, il y a 2 manières de voir les choses. D'abord, ou bien c'était voulu et on a mis des bâtons dans les roues dans cette enquête, mais ça reste à prouver. Mmh. Ou bien l'organisation au niveau de la police criminelle n'était de loin pas à la hauteur. Ouais. Moi, je vois une chose, je n'ai pas de résultat aujourd'hui. Donc, je pense demander voire au minimum une commission de justice, et si pas, au moins une commission d'enquête parlementaire, la 3e. Ouais, pour juger de la manière dont l'enquête a été faite. Mais si on revient maintenant à l'enquête et à l'énigme, j'ai relu ce matin en préparant l'émission plusieurs interviews que vous avez données à la presse, notamment en Belgique, et vous dites, vous n'êtes pas profileuse, mais vous dites à juste titre, vous dites, mais pour trouver la vérité, il faut
quand même répondre à cette question classique qu'on trouve dans tous les romans policiers. Bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. À qui profite le crime? Et à qui profite le crime pour vous? J'en ai pas la moindre idée. Je suis tout à fait sincère et honnête, parce qu'on va pas me dire que c'est le peu de butin qu'ils ont remporté qui était leur motivation. Et je crois qu'avec beaucoup de recul et les infos que je pourrais éventuellement obtenir, je pense que c'est de toute évidence des gens qui étaient là pour tuer par plaisir. Donc moi je rejoins un petit peu ce que Daniel Zucker avait dit dans son profiling. Oui. Parce que vous y avez eu accès, hein, vous connaissez le contenu puisque vous avez accès au dossier évidemment. Tout à fait, et je peux vous dire que je suis très amère de ce côté-là. Je pense que si Daniel Zucker avait pu continuer son profiling, je pense que pour les faits de 85, on en serait nettement plus loin. Oui, parce qu'elle a travaillé, on le précisait tout à l'heure, elle a travaillé sur la première vague d'assassinats. Hein. Oui, tout à fait, et je peux vous dire de la manière, bon, moi je suis pas profileuse, mais dans les détails dans lesquels elle rentre, c'est assez exceptionnel, quoi. Oui. Donc je me suis dit, si elle fait 85, on va avoir quelque chose. Bien sûr. Il faut quand même savoir qu'elle était formée par le FBI et par l'un des fondateurs du profiling, c'est pas rien non plus. Oui. On a pensé aussi, on pense toujours, certains proches de l'enquête disent que le chef présumé de la bande serait mort. Et que, en fait, après, il n'y aurait eu que cette espèce de dérive terrible, cette folie meurtrière, quoi. Ben, le tout, évidemment, c'est facile de partir un petit peu dans tous les sens et peut-être dans des délires, mais moi, je reste sur les faits. Oui, bien sûr. Et donc là, on peut imaginer, hypothéquer plein de choses, mais j'essaie de garder les pieds sur terre, une tête sur les épaules, en me disant je me raccroche aux faits. Bien sûr. Et si quelqu'un vient me dit voilà, j'ai les preuves que, ok, on y va, je vous écoute. Et vous pensez comme beaucoup que certainement il y a des gens qui détiennent une pièce du puzzle, quoi, voire plusieurs. Ah non, mais là, vous prêchez une convertie, c'est-à-dire que je sais qu'il existe toujours des gens actuellement, qu'ils soient en Belgique ou qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils aient pris la fuite à l'étranger. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui savent. Et j'essaye toujours de les inciter à parler. Je dis bien, si vous voulez pas directement aller vers les autorités, moi je suis tout à fait dispo. Et on peut négocier les choses, on peut négocier l'anonymat. Et je me dis que cette personne doit se trouver en Belgique ou à l'étranger, mais qu'elle se montre, qu'elle parle. C'est tout ce que je demande. Mais je sais qu'un jour, on va finir par y arriver. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais simplement remercier également Frédéric Laure et Marc Mette de Penningen. J'ai une question à vous poser très rapide avant de terminer vraiment l'émission. Est-ce que la prime qui avait été offerte, je crois, dans le courant de l'enquête à toute personne qui fournirait des informations est toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité. Elle n'a pas été indexée actualisée donc par la société Deleuze. Et par ailleurs, il y a une loi qui est en train de se discuter au Parlement, qui est une loi sur les repentis, qui ouvrira peut-être la voie à des révélations, les révélations que Patricia Finet souhaite et que tout le monde souhaite, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup, Marc Mette de Penningen. Merci, Frédéric Laure. Merci. Je rappelle que, évidemment, vous êtes tous les deux des excellents connaisseurs du dossier et je renvoie à ceux qui aiment les archives, aux archives de Paris Match Belgique, parce que vous aviez publié à plusieurs reprises un certain nombre de révélations sur cette affaire. Merci infiniment à tous les deux. Merci à nos amis de Belle RTL qui vous ont accueillis cet après-midi. L'émission est terminée. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant.